Un milliardaire reclus, hanté par son passé, et une femme courageuse luttant pour son avenir se croisent un jour de pluie qui change tout. Ce qui commence comme une bouée de sauvetage devient une histoire d'amour, alors qu'ils affrontent scandale, secret et la lutte pour la rédemption. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel endroit du monde vous la suivez aujourd'hui. La pluie s'abattait violemment sur les fenêtres coûteuses du château de Chantilly d'Elliott Dubois. À 40 ans, il avait plus d'argent qu'il ne savait qu'en faire, mais cela ne l'empêchait pas de se sentir vide intérieurement. Son bureau, dans son château, était rempli de récompenses et de photos de transactions commerciales, mais aucune d'elles n'avait plus aucun sens pour lui. Pas depuis la mort de Sophie, sa sœur, il y a 3 ans. Monsieur Dubois, votre rendez-vous de « Quand se commence ?» crachonna la voix de son assistante par l'interphone. Elliott soupira et ajusta sa cravate coûteuse. Un jour de plus, une réunion de plus dont il se fichait. Il alla vers son ordinateur et cliqua pour rejoindre la visioconférence, à peine à l'écoute de son équipe qui discutait des résultats trimestriels et développement du marché. Son esprit vagabondait comme il le faisait toujours ces jours-ci. « Qu'en pensez-vous, monsieur Dubois ?» demanda l'un des cadres. « Poursuivez le plan », dit Elliott automatiquement. Il était devenu bon pour simuler l'intérêt. La vérité était qu'il ne se souciait plus vraiment de rien depuis la mort de Sophie. Sa sœur avait lutté contre la toxicomanie pendant des années, vivant dans la rue malgré toutes ses tentatives pour l'aider. En fin de compte, elle était morte seule dans un refuge de la Croix-Rouge à Lyon pendant une nuit d'hiver froide. La culpabilité le rongeait chaque jour. Après la fin de la réunion, Elliott se dirigea vers sa grande baie vitrée donnant sur le parc. Son domaine de 4 hectares à proximité de Fontainebleau était situé sur un terrain de 4 hectares parfaitement entretenu, protégé par de hauts grilles en fer et des caméras de sécurité. C'était plus une prison qu'une maison, le maintenant isolé du monde. C'est alors qu'il la vit. Une femme était assise sur un banc public dans le jardin du Luxembourg, Paris juste à l'extérieur de ses grilles. Elle était trempée par la pluie, ses vêtements usés et déchirés. Quelque chose dans sa façon de se tenir attira son attention. Même dans sa détresse évidente, elle était assise avec dignité, le dos droit, regardant droit devant comme si elle osait le monde de la plaindre. Avant même de savoir ce qu'il faisait, Elliott prit un parapluie et sortit de sa maison. Son équipe de sécurité eut l'air surprise. Il ne quittait jamais le château à pied. Mais quelque chose l'attirait vers cet inconnu. En se rapprochant, il put voir que c'était une femme noire, probablement dans la trentaine. Malgré ses vêtements délabrés et ses chaussures usées, son visage montrait une force tranquille qui le frappa. « Excusez-moi, » dit Elliott, tenant le parapluie au-dessus d'elle. « Vous êtes trempé ici. » La femme leva les yeux vers lui, les yeux vifs et méfiants. « Je vais bien, » dit-elle fermement. « Au moins, permettez-moi de vous offrir un repas chaud, » se surprit Elliott à dire, sans arrière-pensée, juste de la nourriture et l'occasion de sortir de cette pluie. Elle l'étudia longuement. Pourquoi un homme riche comme vous se soucierait-il de quelqu'un comme moi? La question le frappa durement. Parce qu'une fois, quelqu'un était assis sous la pluie comme ça, et je n'ai pas fait assez pour l'aider. Quelque chose dans sa voix a dû la toucher, car, après une longue pause, elle hocha la tête. « Je m'appelle Jasmine, » dit-elle. « Jasmine Moreau. »« Elliott Dubois, » répondit-il, l'aidant à se relever. « Ma maison est juste au bout de l'allée. » Alors qu'il marchait vers son château, Elliott remarqua comment Jasmine observait tout avec des yeux attentifs et « intelligence ». Elle n'était pas submergée par la richesse exposée. Au lieu de cela, elle semblait l'étudier, la comprendre. « Vous pouvez prendre une douche chaude si vous voulez », proposa Elliott lorsqu'ils atteignirent la maison. « Je demanderai à ma femme de ménage de vous trouver des vêtements secs. » Jasmine hésita. « Pourquoi faites-vous vraiment ça ?» Réponse honnête. « Je ne sais pas, » dit Elliott, « mais j'aimerais aider, si vous me le permettez. » Après que la femme de ménage eut conduit Jasmine à une salle de bain d'amis, Elliott fit les 100 pas dans son salon. Qu'est-ce qu'il faisait? Amener une inconnue chez lui allait à l'encontre de tout ce qu'il avait fait au cours des 3 dernières années. Depuis la mort de Sophie, il s'était enfermé du monde, gérant ses affaires par visioconférence et vivant comme un ermite dans son immense maison. Lorsque Jasmine sortit 1 heure plus tard, Elliott ne la reconnut presque pas. Propre et vêtue, de vêtements simples mais décents, sa beauté naturelle transparaissait. Mais c'était plus que ça. Elle se tenait avec fierté et dignité, que nulle épreuve n'avait enlevé.
Merci, dit-elle simplement, s'asseyant au comptoir de la cuisine où Elliot avait disposé des sandwichs et une soupe chaude. Mais je ne peux pas rester longtemps. Vous n'êtes pas obligé, l'assura Elliot. Mais pendant que vous mangez, accepteriez-vous de me raconter votre histoire? Comment vous êtes arrivé? Il s'arrêta, ne voulant pas l'offenser. Sans abri, termina Jasmine, pour lui sa voix était neutre. Ce n'est pas un gros mot, monsieur Dubois, et le chemin de la stabilité à la rue est plus court, qu'on ne le croit. Alors qu'il mangeait, Jasmine lui raconta son histoire. Elle avait été enseignante dans une école primaire de Belleville, Paris, passionnée par l'aide aux enfants qui lui rappelait son enfance. Puis elle est tombée malade, très malade. Les factures médicales ont épuisé ses économies. Elle a manqué trop de travail pendant son rétablissement et a perdu son emploi. Sans revenus, elle n'a pas pu garder son appartement. Une chose en a entraîné une autre, et la voilà. Mais je n'abandonne pas, dit-elle fermement. Je vais me relever. J'ai juste besoin de trouver comment. Elliot écoutait, sentant quelque chose remuer en lui qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un désir de se connecter à une autre personne, d'aider non pas par culpabilité ou obligation, mais parce que quelque chose dans la force et la détermination de Jasmine le touchait profondément. « Vous pourriez rester ici », se surprit-il à dire. « Juste jusqu'à ce que vous vous remettiez, sur pied. Il y a beaucoup de place. » Les yeux de Jasmine se rétrécirent. « Je ne cherche pas une aumône, monsieur Dubois, et je ne serai l'assisté social de personne. Ce n'est pas ce que je vous propose, » dit rapidement Elliot. « Considérez cela comme une solution temporaire, pendant que vous définissez vos prochaines étapes, sans arrière-pensée. Vous pouvez partir quand vous voulez. » Jasmine resta silencieuse un long moment, réfléchissant à ses paroles. Finalement, elle parla. « Je resterai quelques jours, » dit-elle, « mais seulement jusqu'à ce que je puisse définir ma prochaine étape, et je veux aider à la maison, gagner ma vie. »« Accord, » dit Elliot, ressentant une étincelle de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Alors qu'il la conduisait dans une chambre d'amis, Elliot ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il ne pouvait pas imaginer. Pour la première fois depuis la mort de Sophie, il se sentait vraiment éveillé, vraiment présent dans sa propre vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet après-midi pluvieux marquerait le début d'un voyage qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour, la confiance et la rédemption, et que la femme qu'il pensait aider finirait par le sauver d'une manière qu'il n'avait jamais prévue. Le lendemain matin, Jasmine se réveilla dans un lit plus doux que tous ceux où elle avait dormi depuis des mois. Pendant un instant, elle se sentit désorientée dans la grande chambre d'amis du château de Chantilly d'Elliot Dubois. Une partie d'elle voulait s'enfuir. Elle avait appris à ses dépens à ne pas faire confiance à la gentillesse soudaine des étrangers, surtout des riches. « Mademoiselle Moreau » appela une voix douce à travers la porte. C'était Marie, la femme de ménage. « Le petit déjeuner est prêt si vous voulez descendre. » Jasmine s'habilla avec les vêtements que Marie lui avait donnés la veille. Ils étaient simples mais propres, bien meilleurs que ceux qu'elle portait. Lorsqu'elle descendit, elle trouva Elliot déjà à la table de la cuisine, lisant quelque chose sur sa tablette. « Bonjour » dit-il en levant les yeux. « Avez-vous bien dormi ?»« Oui, merci » dit Jasmine raidement. Elle n'avait pas l'habitude de bavarder avec des millionnaires au petit déjeuner. Marie apporta des assiettes d'œufs, de toast et de fruits frais. L'estomac de Jasmine gargouilla. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris un bon petit déjeuner. Mais elle s'efforçait à manger lentement, avec dignité. Elle n'allait pas faire la désespérée, aussi affamée soit-elle. « J'ai des réunions toute la matinée, » dit Elliot. « Mais installez-vous. Marie peut vous faire visiter. » Jasmine posa sa fourchette. « En fait, j'aimerais aider. Je vous ai dit que je voulais gagner ma vie. » Elliot eut l'air surpris. « Vous n'êtes pas obligé de... »« Si, je le suis, » l'interrompit Jasmine. « Je ne suis pas là pour une promenade. Gratuite, monsieur Dubois. Je voulais dire ce que j'ai dit au sujet d'aider. » Quelque chose comme du respect brilla dans les yeux d'Elliot. « Très bien. Parlez à Marie de ce qui doit être fait. Mais Jasmine, appelez-moi Elliot. » Après son départ pour son bureau à domicile dans son appartement parisien, Jasmine aida Marie au ménage. En nettoyant, elle apprit plus de choses sur Elliot grâce à la femme de ménage. Comment il quittait rarement la maison, comment il passait la plupart de ses journées dans son bureau à faire des visioconférences,
Comment il avait changé après la mort de sa sœur. Il s'en veut, dit doucement Marie en époussetant le salon. Sophie avait des problèmes, mais c'était une fille douce. Quand la drogue l'a emportée, quelque chose s'est brisé en Monsieur Dubois. Jasmine pensa à ses propres problèmes, à quelle vitesse la vie pouvait s'effondrer. Parfois, aider les gens n'est pas aussi simple que de leur jeter de l'argent, dit-elle. C'est exactement ce qu'il doit comprendre, répondit Marie, lançant à Jasmine un regard significatif. Plus tard cet après-midi-là, Jasmine rangeait des livres dans la bibliothèque lorsque Elliot la trouva. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant travailler. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-il à nouveau. Jasmine se tourna pour le faire face. « Laissez-moi être clair sur quelque chose, monsieur J.R. Elliot. J'apprécie votre aide, mais je ne vais pas rester assise comme une assistée sociale. Je me débrouille seule depuis l'âge de 16 ans. Cela ne va pas changer juste parce que je suis dans une maison de luxe. » « 16 ans ?» demanda Elliot, surpris. Jasmine n'avait pas l'intention de révéler ce détail sur elle-même, mais quelque chose l'a poussée à continuer. « Ma mère est morte quand j'étais jeune. Mon père n'était pas là. J'ai déménagé chez des proches jusqu'à ce que j'aie assez d'âge pour me débrouiller seule. Je me suis payé mes études supérieures. Je suis devenue enseignante. Je me débrouillais bien jusqu'à ce que je tombe malade. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Elliot. « Une pneumonie qui s'est transformée en quelque chose de pire. Pas d'assurance maladie. Les factures s'accumulaient. J'ai manqué trop de cours pendant mon rétablissement, et l'école n'a pas pu garder mon poste. » La voix de Jasmine était neutre, mais ses mains se sont serrées au souvenir. Au moment où j'étais assez bien pour travailler à nouveau, j'avais déjà du retard sur mon loyer. Je n'ai pas pu trouver un autre emploi d'enseignant, puis l'avis d'expulsion est arrivé. Elliot s'approcha. « Laissez-moi vous aider à retrouver un poste d'enseignant. Je connais des gens au conseil d'administration des écoles. » « Non, » dit fermement Jasmine. « Je ne veux pas que vous utilisiez vos relations pour moi. Je trouverai ma propre voie. » « Pourquoi êtes-vous si réticente à accepter de l'aide ?» demanda Elliot, la frustration s'insinuant dans sa voix. « Pourquoi insistez-vous autant pour la donner ?» rétorqua Jasmine. « Est-ce à cause de votre sœur? Suis-je une sorte de projet de rédemption pour vous ?» Les mots ont frappé. « Fert ?» Elliot recula comme si elle l'avait giflé. « Ce n'est pas juste. »« Non » insista Jasmine. « J'ai vu la façon dont vous me regardez, comme si j'étais une chose brisée que vous pouviez réparer. Mais je ne suis pas brisé, Elliot. Je suis à terre, mais je ne suis pas hors course, et je ne suis pas votre sœur. » Le silence qui suivit fut lourd. Finalement, Elliot parla. « Vous avez raison, je suis désolé, je n'avais pas réalisé que j'étais... Peut-être que j'essaie de compenser pour Sophie, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je veux aider. »« Alors, qu'est-ce que c'est ?» demanda Jasmine Elliot, passa une main dans ses cheveux semblant soudainement vulnérable. « Quand je vous ai vu sous la pluie hier, vous m'avez rappelé qui j'étais, avant tout ça. » Il fit un geste vers le château autour d'eux. Quelqu'un qui se souciait de plus que de gagner de l'argent et de se cacher du monde. Jasmine sentit sa colère s'adoucir légèrement. « Écoutez, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Mais si je dois rester ici, nous devons être clairs sur quelque chose. Je ne suis pas un projet. Je ne suis pas un remplacement pour votre sœur. Et je ne vais pas vous laisser jeter de l'argent sur mes problèmes. » « Que me laisserez-vous faire ?» demanda Elliot doucement. Jasmine réfléchit un instant. « Être un ami, c'est tout. Pas de lien, pas d'attente, pas d'essai de se réparer mutuellement. Juste de l'amitié. » Un petit sourire traversa le visage d'Elliot. « Je pense que je peux gérer ça. Je suis un peu rouillé cependant. »« Oui, eh bien, vivre comme... un ermite fait ça, » dit Jasmine, et fut surprise de s'entendre rire. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Elliot sourit vraiment. Cela transforma tout son visage, le faisant paraître plus jeune, plus vivant. « Est-ce que cela signifie que vous resterez? Au moins pour un moment ?»« Je resterai, » accepta Jasmine. « Mais je suis sérieuse au sujet de l'aide, et je vais chercher du travail. »« D'accord, » dit Elliot. « Et Jasmine ? » ?»« Merci, pour avoir été honnête avec moi. » Alors que Jasmine le regardait quitter la bibliothèque, elle sentit quelque chose changer en elle. Peut-être étaient-ils tous les deux brisés à leur manière, mais peut-être, juste peut-être, pouvaient-ils s'aider mutuellement à guérir. En tant qu'amis. Ce soir-là, au dîner, ils ont parlé plus facilement. Jasmine lui a parlé de ses élèves, ceux qui lui rappelaient elle-même. Elliot a partagé des histoires sur Sophie avant que la drogue ne l'emporte. Comment elle
faisait rire tout le monde. Comment elle rêvait de devenir artiste. Savez-vous quelle est la partie la plus difficile? Dit Elliot, regardant sa tasse de café. Ne pas savoir s'il y avait quelque chose de plus que j'aurais pu faire, une façon dont j'aurais pu l'atteindre. Parfois, les gens doivent se sauver eux-mêmes, dit doucement Jasmine. Peu importe combien d'argent ou d'amour vous leur jetez, ils doivent le vouloir. Elliot la regarda pensivement. Est-ce ce que vous faites? Vous sauvez vous-même? J'essaie, admit Jasmine. Ce n'est pas facile, mais je n'ai jamais emprunté la voie de la facilité de toute façon. Alors qu'ils débarrassèrent la table ensemble, Elliot insista pour aider malgré les protestations de Marie. Jasmine réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait pleine d'espoir. Non pas parce qu'Elliot était riche ou pouvait résoudre ses problèmes, mais parce que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé quelqu'un qui comprenait ce que signifiait être perdu et essayait de retrouver son chemin. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que leur amitié hésitante allait être mise à l'épreuve d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Le monde extérieur, avec tous ses jugements et ses complications, était sur le point de s'immiscer dans leur arrangement prudent, et Jasmine et Elliot devraient tous deux décider de ce qu'ils étaient prêts à risquer pour une chance de guérison. Une semaine passa au château de Chantilly. Jasmine tomba dans une routine, aidant Marie au ménage le matin, utilisant la bibliothèque d'Elliot pour chercher du travail en ligne l'après-midi et partageant le dîner avec lui le soir. Leurs conversations devinrent plus faciles, plus naturelles, mais leur arrangement paisible était sur le point d'être brisé. Cela a commencé par un appel téléphonique. Elliot était dans son bureau lorsque son associé, James Lefebvre, l'a appelé. « Avez-vous vu les magazines People français ?» demanda James sans dire bonjour. Elliot fronça les sourcils. « Vous savez que je ne lis pas ces ordures. Eh bien, peut-être devriez-vous. Il y a une histoire sur vous et votre invité. » L'estomac d'Elliot se serra. Il ouvrit rapidement les articles de journaux français sur sa tablette. Et voilà, des photos granuleuses de lui et Jasmine se promenant dans son jardin, dînant sur la terrasse. Le titre l'a rendu « Un malade », la femme mystérieuse du millionnaire reclus, amante intéressée ou acte de charité. C'est mauvais pour les affaires, Elliot, dit James. Le conseil d'administration est déjà nerveux à propos de votre isolement. Maintenant ça? C'est une amie, dit fermement Elliot. C'est tout. Une femme noire sans abri, vivant dans votre château. Personne ne va croire que c'est tout. L'emprise d'Elliot sur son téléphone se resserra. Faites attention à ce que vous sous-entendez, James. Je ne sous-entends rien. Je vous dis ce que les gens disent. Réglez ça, ou le conseil d'administration devra prendre des mesures. Après avoir raccroché, Elliot resta assis la tête entre les mains. Il n'avait pas pensé à la façon dont le monde extérieur verrait son arrangement avec Jasmine. Il avait été trop absorbé par leur amitié croissante, par la façon dont elle le faisait se sentir vivant à nouveau. Pendant ce temps, Jasmine était en ville pour un entretien d'embauche. Elle avait emprunté une des robes de Marie et pris le bus pour économiser les frais de taxi qu'Elliot lui avait offerts. L'entretien était dans une école privée Sainte-Marie à Versailles. Tout se passait bien, jusqu'à ce que les yeux du directeur se dilatent, en voyant quelque chose sur son écran d'ordinateur. « Mademoiselle Moreau, dit-il lentement, pouvez-vous expliquer cet article sur vous et Elliot Dubois ?» Le cœur de Jasmine s'est affaissé lorsqu'il a tourné l'écran pour lui montrer l'histoire du magazine People français. Monsieur Dubois est juste un ami qui m'a offert son aide lorsque j'en ai eu besoin. Le visage du directeur était sceptique. Nous avons une réputation très respectable ici. Nous ne pouvons pas nous permettre de peu scandale. Ma situation de vie n'a rien à voir avec mes compétences d'enseignante, dit fermement Jasmine. Je suis désolé, mademoiselle Moreau. Nous garderons votre candidature dans nos dossiers. Jasmine savait ce que cela signifiait. Elle quitta l'école la tête haute, mais à l'intérieur, elle tremblait. Dans le trajet en bus de retour au château, elle vit des gens regarder leur téléphone, puis elle. Certains chuchotèrent que derrière leurs mains. Lorsqu'elle est revenue, Elliot l'attendait dans le salon. « Vous l'avez vu ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Jasmine, je suis tellement désolée, j'aurais dû penser à... » « Icton !» l'interrompit-elle. « J'aurais dû mieux savoir. Rien ne reste privé quand l'argent est impliqué. » Elle prit une profonde inspiration. « Je devrais partir. Ne partez pas, dit rapidement Elliot. Nous pouvons gérer ça, je ferai une déclaration, j'expliquerai... » « Expliquer quoi ?» La voix de Jasmine s'éleva. «
que vous ne couchez pas avec la femme sans abri que vous avez recueillie, que je n'essaie pas de vous escroquer des millions, que nous sommes juste amis. » Elle rit amèrement. « Personne ne va croire ça. »« Je me fiche de ce qu'il croit, » insista Elliot. « Eh bien moi, si, » rétorqua Jasmine. « J'ai que un entretien d'embauche aujourd'hui. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il voie cet article. Maintenant, je suis juste la femme intéressée qui vit avec l'homme riche. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Ma carrière d'enseignante. Tout est terni maintenant. » Elliot s'approcha. « Maintenant, je suis juste la femme intéressée qui vit avec l'homme riche. Tout ce pourquoi j'ai travaillé ma carrière d'enseignante, tout est terni maintenant. » Elliot s'approcha. « Je peux aider, je peux parler aux gens, passer quelques coups de fil. C'est exactement ce que je ne voulais pas. » Les yeux de Jasmine se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser tomber. « Je voulais faire ça toute seule. Maintenant, tout le monde pensera que tout ce que j'obtiens est grâce à vous. » Avant qu'Elliot ne puisse répondre, la sonnette retentit. Marie ouvrit la porte puis revint l'air inquiet. « Monsieur Dubois, il y a des journalistes devant le portail. Ils demandent des commentaires sur la situation. » Elliot jura entre ses dents. « Je vais m'en occuper. »« Non, » dit fermement Jasmine. « Je vais m'en occuper. Ils veulent une histoire, je vais leur en donner une. » Elle se dirigea vers la porte d'entrée avant qu'Elliot puisse l'arrêter. L'ouvrant, elle fit face à la foule de journalistes et de caméras. « Je m'appelle Jasmine Moreau. Je suis une ancienne enseignante qui a traversé des moments difficiles à cause de factures médicales. Monsieur Dubois m'a proposé un logement temporaire pendant que je me relève. C'est toute l'histoire. Je ne suis pas sa petite amie, je ne suis pas après son argent. Et je ne suis pas une assistée sociale. Je suis un être humain qui essaie de reconstruire sa vie. Et c'est tout ce que j'ai à dire. » Elle referma la porte sur leurs questions criées. Quand elle se retourna, Elliot la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « C'était impressionnant, » dit-il. « Ça n'aidera pas, » dit Jasmine, fatiguée. « Ils vont déformer ça comme ils veulent. »« Alors laissez-les faire, » dit Elliot. « Nous connaissons la vérité. » Jasmine secoua la tête. « La vérité n'importe, pas dans ce monde. Vos partenaires commerciaux sont probablement en train de faire des crises de nerfs en ce moment. Ils vont s'en remettre. Vraiment? James vous a appelé, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous m'attendiez. » Elliot ne pouvait pas lui mentir. « Oui, mais rien. C'est exactement ce que je craignais. Me retrouver impliqué dans la vie de quelqu'un d'autre, dans le monde de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de me débrouiller seul. »« Vous pouvez le faire ici, » répliqua Elliot. « Ne les laissez pas vous chasser. » Jasmine le regarda longtemps. « Pourquoi voulez-vous tant que je reste ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Elliot ouvrit la bouche, puis la referma. La vérité était qu'il n'en était pas sûr lui-même. Ou peut-être avait-il simplement peur de l'admettre. « Parce que, dit-il finalement, vous êtes la première vraie amie que j'ai eue depuis la mort de Sophie. Vous ne me traitez pas comme un compte en banque, un reclus ou une assistée sociale. Vous me voyez simplement. » L'expression de Jasmine s'adoucit. « Et vous me voyez. C'est pour ça que ça fait tellement mal. Parce que maintenant, personne d'autre ne nous verra non plus. Ils ne verront que ce qu'ils veulent voir. » Ce soir-là, ils s'assirent dans la cuisine comme ils le faisaient toujours. Mais quelque chose avait changé. Le confort facile de leur amitié était mis à l'épreuve par le poids du jugement du monde extérieur. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Elliot doucement. Jasmine remua son thé. « Je ne sais pas. Mais on ne peut pas se cacher. Le monde pensera ce qu'il voudra penser. Nous devons décider si nous sommes assez forts pour gérer ça. » Ce que ni l'un ni l'autre ne dit, c'était l'autre question qui flottait dans l'air. Leurs sentiments étaient-ils encore juste de l'amitié? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce que cela signifierait pour leur mur soigneusement construit? Les journalistes campés devant le portail étaient sur le point d'obtenir une histoire beaucoup plus importante qu'ils ne l'avaient prévu. Mais pas celle qu'ils attendaient, parce que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent avec deux personnes qui essaient simplement de se sauver elles-mêmes. Le matin après l'arrivée des journalistes, Elliot reçut une visite inattendue. L'ancienne amie de sa sœur, Angela Bernard, vint au château de Chantilly, l'air inquiet. « J'ai vu les articles, » dit Angela en s'asseyant dans le bureau d'Elliot. « Ça m'a rappelé Sophie. » Elliot se tendit. « C'est différent. »« Vraiment ?» Angela se pencha en avant. « Une autre femme qui a besoin d'aide? Vous essayez de la sauver? Ça me semble familier. »
Jasmine n'a rien à voir avec Sophie, dit Elliot sèchement. Elle est forte, indépendante. Sophie était forte aussi, avant que la drogue ne prenne le dessus. La voix d'Angela s'adoucit. Je ne veux pas vous voir souffrir à nouveau. Avant qu'Elliot ne puisse répondre, Jasmine apparut sur le seuil. Elle avait aidé Marie avec le linge et était venue demander des nouvelles du déjeuner. Quand elle vit Angela, elle commença à reculer. « Désolé, je ne voulais pas interrompre. »« Non, restez, » dit Angela en se levant. « Je suis Angela. Bernard. J'étais la meilleure amie de Sophie Dubois. » Jasmine lui serra la main poliment. « Je suis désolée pour votre perte. » Angela l'étudia attentivement. « Vous savez, Sophie disait que tout le monde la voyait comme le problème d'Elliot à résoudre. Personne ne la voyait comme Sophie. » Les mots touchèrent au plus près. Jasmine lança un coup d'œil à Elliot, qui avait l'air mal, à l'aise. « Je ne demande à personne de me réparer, » dit Jasmine fermement. « Non, » acquiesça Angela, « mais parfois les gens essaient quand même. » Elle se tourna vers Elliot. « Vous vous souvenez ce que le thérapeute a dit après? La mort de Sophie, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. »« Je me souviens, » dit Elliot doucement, « mais ce n'est pas ce qui se passe ici. » Après le départ d'Angela, Jasmine resta dans le bureau. « Elle a raison de s'inquiéter pour vous. Que voulez-vous dire? J'ai vu comment vous vous blâmez pour Sophie, comment vous vous êtes enfermé. Peut-être que c'est pour ça que vous m'avez aidé, pour compenser le fait de ne pas avoir pu l'aider. » Elliot se leva, agité. « Arrêtez de vous comparer à Sophie. Oui, peut-être qu'au début, vous aider était ma façon de gérer ma culpabilité. Mais maintenant quoi ?» Au lieu de répondre, Elliot alla à son bureau et sortit un vieil album photo. Il l'ouvrit pour montrer à Jasmine une photo d'une jeune femme avec ses yeux et son sourire. C'était Sophie avant la drogue. Elle était drôle, intelligente, talentueuse. Elle pouvait illuminer une pièce rien qu'en entrant. Sa voix se brisa. Je continuais à jeter de l'argent sur ses problèmes, pensant que ça réglerait tout. Mais elle avait besoin d'autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Jasmine toucha la photo doucement. De quoi avait-elle besoin? De compréhension, de patience, de quelqu'un qui la voyait comme plus qu'un problème à résoudre. Elliot regarda Jasmine. « C'est ce que vous m'avez appris ces dernières semaines. » Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose d'électrique passa entre eux. Jasmine rompit le contact la première, reculant. Je devrais retourner aider Marie. Mais plus tard ce jour-là, alors que Jasmine triait les offres d'emploi en ligne, elle n'arrêtait pas de penser à la photo de Sophie, à la douleur dans la voix d'Elliot quand il a parlé d'elle, à la différence de leur situation et à leur similitude. La sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était James Lefebvre, l'associé d'Elliot. « On doit parler », dit James en passant devant Marie dans la maison. Quand il vit Jasmine dans le salon, il s'arrêta. « En privé ?» Jasmine se leva. « Je vais y aller. »« Non », dit fermement Elliot. « Tout ce que vous avez à dire, James, vous pouvez le dire devant Jasmine. » Le visage de James se durcit. « Très bien. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Demain, ils sont préoccupés par votre jugement récemment. Mon jugement est parfait. »« Vraiment ?» James sortit son téléphone et leur montra d'autres titres de magazines People français. Les médias sociaux s'amusent bien avec ça. Le cours de la bourse a baissé de 5 points ce matin. « Alors que voulez-vous que je fasse ?» demanda Elliot. « La jeter dehors pour faire plaisir aux actionnaires ? Bien sûr que... » Non, dit James calmement. « Mais peut-être que mademoiselle Moreau pourrait faire une déclaration publique, dire qu'elle part volontairement. Nous pourrions organiser un règlement généreux. »« Arrêtez-vous là, interrompit Jasmine. Sa voix était froide. « Je ne suis pas à vendre. Tout le monde a un prix, dit James en la regardant de haut en bas. Nommez le vôtre. » Elliot se plaça entre eux. « Sortez. Ne soyez pas stupide, Elliot. Pensez à ce que vous risquez. L'entreprise, votre réputation. Je vous ai dit de sortir. » La voix d'Elliot tonna dans la pièce. James recula, surpris par la fureur de son ami. « Vous faites une erreur, » avertit James en partant. « Ça ne va pas bien finir. » Après son départ, Jasmine s'effondra sur le canapé. « Il a raison, vous savez, ça ne va pas bien finir. »« Je m'en fiche, » dit Elliot en s'asseyant à côté d'elle. « J'en ai assez de vivre ma vie pour l'approbation des autres. Mais votre entreprise peut survivre sans moi si nécessaire. » Elliot se tourna vers elle. « Quand Sophie est morte, je me suis enfoui dans le travail. J'ai fermé le monde dehors. J'ai pensé que l'argent et le succès étaient tout ce qui comptait. Mais vous rencontrer,
Ça a réveillé quelque chose en moi, quelque chose que je croyais mort. Le cœur de Jasmine battait la chamade. « Elliot, je sais que vous voulez vous débrouiller seul, je respecte ça. Mais s'il vous plaît, ne partez pas juste parce que des imbéciles riches pensent pouvoir vous acheter. » Jasmine resta silencieuse pendant un long moment. Enfin, elle dit « Sophie serait fière de vous, vous savez, de leur résister comme... » Ça, les yeux d'Elliot se remplirent de larmes. « Vous pensez ça? Je le sais. » Jasmine toucha sa main doucement. Elle serait heureuse de voir son frère apprendre à vivre à nouveau. Ce soir-là, ils s'assirent sur la terrasse arrière, regardant le coucher du soleil. Aucun des deux ne mentionna le moment qu'ils avaient partagé dans son bureau, ni la façon dont leurs mains s'étaient touchées. Mais quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré longtemps. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Jasmine doucement. « Maintenant, dit Elliot, nous affrontons ce qui vient ensuite, ensemble, en tant qu'amis. » Mais ils savaient tous les deux que ce mot « ami » ne convenait plus vraiment. Et la réunion du conseil d'administration de demain les forcerait à affronter non seulement le jugement du monde extérieur, mais aussi leurs propres sentiments croissants, l'un pour l'autre. Les journalistes étaient toujours campés devant les grilles, espérant un scandale. Ils n'avaient aucune idée qu'à l'intérieur du château, deux âmes blessées se soignaient mutuellement d'une manière que l'argent ne pourrait jamais acheter. Et que la vraie histoire ne parlait pas de richesse, de scandale ou de sauver qui que ce soit. Il s'agissait de deux personnes apprenant que parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser quelqu'un se sauver lui-même. Le matin de la réunion du conseil d'administration, Elliot se tenait devant son placard, regardant ses costumes coûteux. Pour la première fois depuis des années, il allait faire face au conseil en personne au lieu de par visioconférence. « Le bleu », dit Jasmine de son seuil, « il fait ressortir vos yeux. » Elliot se retourna, surpris. « Vous êtes levé. »« Tôt, je n'arrivais pas à dormir. » Elle entra dans la pièce. « Êtes-vous sûr de ça? Vous pourriez simplement faire la réunion par vidéo comme d'habitude. »« Non, » dit fermement Elliot. « S'ils veulent remettre en question mon jugement, ils peuvent le faire en face de moi. » Pendant qu'il ajustait sa cravate, Jasmine le regardait avec inquiétude. « Que allez-vous leur dire? La vérité. Que ma vie privée ne les stie. Regarde pas. Mais votre entreprise n'est qu'une entreprise. » Elliot se tourna vers elle. « J'ai passé 3 ans caché dans cette maison, enfoui dans le travail parce que j'avais peur de vivre. Eh bien, je n'ai plus peur. » Avant que Jasmine ne puisse répondre, Marie apparut. « Monsieur Dubois, votre chauffeur est prêt. » Le trajet jusqu'au bureau fut tendu. Les journalistes se massèrent autour de la voiture d'Elliot lorsqu'elle arriva au siège social de Greer Industries, France. Les flashs des appareils photo crépitèrent lorsqu'il sortit, paraissant plus déterminé que quiconque ne l'avait vu depuis des années. Dans la salle du conseil, 12 visages se tournèrent pour le regarder entrer. James Lefebvre était assis à la tête de la table, l'air suffisant. « Elliot, dit-il poliment, c'est gentil de vous joindre à nous en personne pour une fois. »« Passons les banalités, » dit Elliot en prenant place. « Nous savons tous pourquoi nous sommes là, en effet. » James cliqua sur une télécommande et des images apparurent à l'écran. Des titres de magazines People français sur Elliot et Jasmine. Le cours de la bourse en baisse, les commentaires des médias sociaux. « Nos investisseurs sont préoccupés, » continua James. « Votre situation avec Mademoiselle Moreau affecte la valeur de l'entreprise. Ma vie privée n'a rien à voir avec la valeur de cette entreprise. » Un membre plus âgé du conseil d'administration, Richard Martin, prit la parole. « Avec tout le respect que je vous dois, Elliot, tout ce que vous faites affecte cette entreprise. Votre isolement après la mort de Sophie a inquiété les gens. Et maintenant ça quoi ?» La voix d'Elliot était dangereusement calme. « Une amitié avec quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ou est-ce parce qu'elle est noire et pauvre et que ça ne correspond pas à votre image de ce que devrait être un PDG? Ne jouez pas la carte raciste, » rétorqua James. « Il s'agit de jugement. Vous hébergez une étrangère, vous refusez d'écouter la raison. »« Non, » l'interrompit Elliot, « il s'agit de contrôle. Vous attendiez tous une chance de me pousser dehors depuis la mort de Sophie. Eh bien, voici votre chance. Votez. » Les membres du conseil d'administration se déplacèrent mal à l'aise. Enfin, James prit la parole. « Nous ne voulons pas vous retirer, Elliot. Nous voulons juste que vous corrigiez cette situation en la payant pour partir. »
En redevenant votre PDG reclus qui ne remet jamais rien en question? Elliot se leva. Eh bien, j'ai une autre proposition. Il sortit un dossier et le jeta sur la table. Ma démission, avec effet immédiat. La pièce explosa dans le chaos. Les membres du conseil se parlaient par-dessus. James se leva d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je le peux. La voix d'Elliot coupa le bruit. Je possède 40% de cette entreprise. Mes actions seront placées dans une fiducie, gérée par des personnes en qui j'ai confiance. Pas vous, James. Vous pouvez garder vos titres et votre contrôle. J'en ai fini. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Demanda James amèrement. Elle vous a retourné contre nous. Non, dit Elliot doucement. Elle m'a aidé à me souvenir de qui j'étais. Quelqu'un qui se souciait de plus que de l'argent et du pouvoir. Quelqu'un qui n'avait pas peur de vivre. Il alla vers la porte puis se retourna. Une chose de plus, je crée une nouvelle fondation pour aider les personnes qui ont traversé des moments difficiles à cause de factures médicales. Le communiqué de presse sort cet après-midi. De retour au château, Jasmine était nerveuse quand la voiture d'Elliot arriva. Elle l'attendait à la porte. Comment ça s'est passé? Au lieu de répondre, Elliot la prit dans ses bras. Jasmine se raidit de surprise puis se détendit lentement dans son étreinte. « J'ai démissionné », dit-il dans ses cheveux. Jasmine recula, choquée. « Vous quoi? Elliot, non. » « Oui. » Ses yeux étaient brillants, vivants. « Pour la première fois depuis la mort de Sophie, je me sens libre, mais votre entreprise survivra sans moi. » Il prit ses mains dans les siennes. « Jasmine, vous rencontrer ne m'a pas seulement réveillé. Ça m'a fait réaliser ce qui compte vraiment. Et ce ne sont pas les cours de la bourse ou les réunions du conseil d'administration. » Le cœur de Jasmine battait la chamade. « Qu'est-ce qui compte ?» Avant qu'Elliot ne puisse répondre, Marie entra en courant. « Monsieur Dubois, allumez la télévision, vite !» Ils se précipitèrent dans le salon. Aux informations, James Lefebvre donnait une conférence de presse. « Bien que nous respections la décision de Monsieur Dubois, disait-il, nous avons des inquiétudes concernant son état mental. Son comportement depuis sa rencontre avec Mademoiselle Moreau a été erratique. Nous déposons une demande d'évaluation d'urgence de sa capacité à gérer ses biens. » Jasmine se porta la main à la bouche. « Oh mon Dieu, ils vont essayer de tout prendre, dit Elliot sombrement. Mon argent, ma maison, ma fondation. Ils vont prétendre que je ne suis pas apte mentalement à contrôler quoi que ce soit. À cause de moi, murmura Jasmine. C'est tout à cause de moi. Non. » Elliot la fit se retourner pour la faire face. « C'est parce que je me suis enfin rebellé contre eux. Ils attendaient une excuse. Qu'allez-vous faire ?» Le visage d'Elliot se durcit de détermination. « Me battre. J'ai de bons avocats, et je ne suis pas... Faux. Ils ne peuvent pas prouver le contraire. Mais la publicité, le scandale... Laissez-les parler. » Elliot serra ses mains. « J'en ai fini de me cacher, Jasmine. Du monde, de mes sentiments, de tout. » Le mot « sentiment » resta, suspendu dans l'air entre eux. Jasmine leva les yeux vers lui, le cœur battant la chamade. « Elliot, je sais que vous êtes venu ici en voulant vous débrouiller seul, » dit-il doucement. « Et vous le pouvez. Mais peut-être qu'on pourrait se débrouiller ensemble à la place. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone sonna. C'était l'avocat d'Elliot. « Allumez la chaîne 7, dit-il avec urgence. Quelqu'un parle de Sophie. » Ils changèrent de chaîne. Une femme était interviewée, une des vieilles amies de Sophie, des jours les plus sombres de sa vie. « Elliot Dubois n'a pas aidé sa sœur lorsqu'elle en avait besoin, disait la femme. Il a juste jeté de l'argent sur ses problèmes. Maintenant, il fait la même chose avec cette femme sans abri. C'est un schéma de comportement instable. » Elliot s'effondra sur le canapé, le visage pâle. Jasmine s'assit à côté de lui, lui prenant la main. « Ils utilisent Sophie contre moi, » murmura-t-il. « Comment peuvent-ils? »« Parce qu'ils sont désespérés, » dit Jasmine farouchement. « Ils feront n'importe quoi pour prendre le contrôle de votre argent, mais nous ne les laisserons pas gagner. » Elliot la regarda. « Nous ?» Jasmine serra sa main. « Oui, nous. Vous vous êtes défendu pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de me défendre pour vous. » Alors qu'ils étaient assis là, regardant le cirque médiatique se dérouler, tous deux savaient que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. La tranquille amitié qu'ils avaient construite allait être mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Mais peut-être était-ce exactement ce dont ils avaient tous les deux besoin, une chance de se battre non seulement pour eux-mêmes,
mais l'un pour l'autre. Les journalistes à l'extérieur avaient leurs caméras braquées sur le château, attendant le prochain développement du scandale. Mais la vraie histoire se passait à l'intérieur, où deux personnes qui avaient tout perdu découvraient que parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Le lendemain matin, l'avocat d'Elliot, David Bernard, arriva tôt au château. Il étalait des papiers sur la table de la salle à manger, tandis qu'Elliot et Jasmine écoutaient. « Ils vont vite », dit David, l'air inquiet. L'audience sur la capacité est prévue pour la semaine prochaine. James Lefebvre a déjà soumis des déclarations de 3 psychiatres qui disent que votre comportement présente des signes d'instabilité mentale. Mais ils ne m'ont même pas examiné, protesta Elliot. Ils n'ont pas besoin de le faire. Ils se basent sur votre schéma de comportement. L'isolement après la mort de Sophie, votre décision soudaine d'héberger une étrangère, la démission de votre entreprise. Jasmine se leva, agitée. C'est ridicule. Ils ne peuvent pas simplement déclarer quelqu'un incompétent, parce qu'ils n'aiment pas ses choix. En fait, ils peuvent essayer, dit David sombrement. Et avec le cirque médiatique autour de votre situation, ils pourraient réussir. Alors que faisons-nous ? Demanda Elliot. Tout d'abord, nous avons besoin de nos propres évaluations psychiatriques, de grands experts. Ensuite, nous avons besoin de témoins de moralité, des personnes qui peuvent témoigner que vous êtes sain d'esprit. Je le ferai, dit immédiatement Jasmine. David secoua la tête. Sans vouloir vous offenser, mademoiselle Moreau, mais vous faites partie de ce qu'ils utilisent contre lui. Nous avons besoin de membres respectés de la communauté, d'associés, d'affaires. La plupart de mes associés d'affaires sont probablement du côté de James, dit Elliot avec amertume. À ce moment-là, Marie entra. « Monsieur Dubois, Angela Bernard est là. » Angela entra, l'air déterminé. « J'ai vu les articles de journaux français. Ils utilisent Sophie pour vous attaquer. Je ne les laisserai pas s'en sortir comme ça. » Elliot se leva. « Angela, j'étais la meilleure amie de Sophie, » dit-elle fermement. « Je sais combien vous avez essayé de l'aider, et je sais qu'elle ne voudrait pas qu'on utilise sa mémoire comme ça. » David se redressa. « Seriez-vous prête à témoigner de cela ? » « Absolument. Et je peux aussi en trouver d'autres. Les médecins de Sophie, ses conseillères. Des personnes qui ont vu combien Elliot a essayé de l'aider. Pour la première fois ce matin-là, l'espoir brilla dans les yeux d'Elliot, mais son téléphone vibra alors avec un texto. Son visage s'assombrit en le lisant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jasmine. « James, il dit que si j'accepte un traitement psychiatrique et que je romps tout lien avec vous, ils abandonneront la contestation de ma capacité. » Le silence tomba dans la pièce. Le cœur de Jasmine battait fort. « Peut-être, » commença-t-elle doucement. « Peut-être devriez-vous envisager... » « Non. » La voix d'Elliot était ferme. « Je ne les laisserai plus contrôler ma vie. Mais votre fortune, votre fondation, ne valent pas le sacrifice de mon intégrité. » Il se tourna vers David. « Que pouvons-nous faire d'autre ?» L'avocat réfléchit un instant. « Nous devons changer le récit. Pour l'instant, il vous présente comme un reclus instable qui est manipulé. Nous devons montrer la vérité. »« Et quelle est la vérité ?» demanda Jasmine doucement. Elliot la regarda. « Cette rencontre où vous m'avez réveillé, vous m'avez donné envie de vivre à nouveau, pas seulement d'exister. Vous aider n'était pas une question de culpabilité ou d'instabilité. C'était une question de me souvenir de qui je suis vraiment. » Angela sourit en signe de connaissance. « Et peut-être aussi une question de tomber amoureux. » Le mot resta suspendu dans l'air. Jasmine et Elliot la regardèrent tous les deux, puis détournèrent rapidement le regard, l'un de l'autre. David se racla la gorge. « En fait, cela pourrait nous aider. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Elliot. « Une histoire d'amour est meilleure qu'un scandale. Si nous pouvons montrer que vous vous aimez sincèrement, que ce n'est pas une question de manipulation ou d'instabilité mentale. » « Non, » dit fermement Jasmine, « je ne vous laisserai pas utiliser notre amitié comme un coup de publicité. Ce ne serait pas un coup de publicité si c'est vrai, » dit Angela doucement. Avant que personne ne puisse répondre, Marie se précipita. « Allumez la télévision, vite !» Aux informations, un visage familier apparut. L'ancien directeur d'école de Jasmine où elle enseignait. « Jasmine Moreau était l'une de nos enseignantes les plus dévouées, » disait-il. « Quand elle est tombée malade, nous voulions tous l'aider. Mais nos mains étaient liées par la réglementation. La voir devenir sans abri nous a brisé le cœur. Si Elliot Dubois a vu en elle la même valeur que nous,
Cela montre un bon jugement, pas une instabilité. Les larmes remplirent les yeux de Jasmine. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de sa vie passée la défende. D'autres interviews suivirent, d'anciens élèves, leurs parents, des collègues. Tous parlaient de la formidable enseignante qu'elle avait été, de la façon dont des circonstances indépendantes de sa volonté avaient détruit sa vie. « Cela change les choses », dit David avec enthousiasme. « Cela étaye notre récit, que vous n'êtes pas une manipulatrice, mais une bonne personne qui a traversé des moments difficiles. Et Elliot l'a vu. » Jasmine essuya ses yeux. « Ces enfants, je ne pensais pas qu'ils se souviendraient de moi. »« Bien sûr qu'ils se souviennent de vous, » dit doucement Elliot. « Tout comme je n'oublierai jamais vous avoir vu sous la pluie ce premier jour. Votre dignité, votre force. » Leurs yeux se rencontrèrent, et cette fois, aucun ne détourna le regard. David se leva. « Bien, voici ce que nous allons faire. Premièrement, des évaluations psychiatriques par les meilleurs experts. Ensuite, nous rassemblons des témoignages. Angela, les médecins de Sophie, les anciens collègues de Jasmine. Nous montrons que vous êtes exactement ce que vous semblez être. Deux bonnes personnes qui se sont trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin. Et si cela ne suffit pas, demanda Jasmine. Alors nous nous battons, dit fermement Elliot. Ensemble. Plus tard, dans la soirée, après le départ de tout le monde, Elliot et Jasmine s'assirent, dans le jardin. Les journalistes étaient toujours devant les grilles, mais cet endroit était privé, caché des regards. « Vouliez-vous dire ce que vous avez dit ?» demanda doucement Jasmine. « À propos de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. »« Oui. » Elliot se tourna pour la faire face. « Après la mort de Sophie, j'ai oublié comment communiquer avec les gens. Comment prendre soin d'eux. Je pensais que si je gagnais assez d'argent, plus rien ne pourrait me faire de mal. Et maintenant, il prit sa main doucement. Maintenant, je me souviens que certaines choses valaient le risque d'être blessées. Le cœur de Jasmine s'emballa, mais elle se força à être honnête. Elliot, si cela devient plus qu'une amitié, ils l'utiliseront encore plus contre vous. Laissez-les essayer. Il serra sa main. J'en ai assez de laisser la peur contrôler ma vie. Et vous? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un texto d'un de ses anciens élèves. Nous organisons un rassemblement pour vous soutenir, vous et Monsieur Dubois. Vous nous avez appris à défendre ce qui est juste. Maintenant, c'est à notre tour de vous défendre. Les larmes remplirent à nouveau ses yeux lorsqu'elle montra le message à Elliot. Vous voyez, dit-il doucement. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Au coucher du soleil sur le jardin, Jasmine et Elliot s'assirent dans un silence confortable, les mains toujours liées. L'audience sur la capacité était toujours à venir. James et ses alliés tenteraient toujours de les détruire. Mais, pour la première fois, ils se sentaient vraiment prêts à affronter ce qui allait arriver. Parce que parfois, la plus grande victoire n'est pas de se battre seul, c'est de trouver quelqu'un avec qui vaut la peine de se battre. Le matin de l'audience sur la capacité, le palais de justice de Paris était bondé. Les journalistes se pressaient sur les marches et à l'intérieur, la salle d'audience était pleine de visages à la fois amicaux et hostiles. James Lefebvre était assis avec ses avocats d'un côté, l'air confiant. De l'autre côté, Elliot et son équipe attendaient nerveusement. « Souviens-toi » chuchota David Bernard à Elliot. « Reste calme quoi qu'ils disent. Tout signe de colère ou d'instabilité jouera contre nous. » Jasmine était assise au fond de la salle d'audience. Elle voulait s'asseoir avec Elliot, mais David pensait qu'il serait préférable qu'ils gardent leur distance pendant l'audience. Ses anciens élèves et collègues occupaient plusieurs rangées, portant des boutons qui disaient « Soutenez Elliot et Jasmine ». La juge Margaret Thompson entra, et la salle se tut. Elle était connue pour être dure mais juste, et elle avait l'air visiblement impressionnée par le cirque médiatique que sa salle d'audience était devenue. « Soyons clairs, dit-elle fermement. Il ne s'agit pas d'un procès pénal. Il s'agit d'une audience pour déterminer la capacité de M. Dubois à gérer ses propres affaires. Commençons. » L'avocat de James commença, appelant leurs experts psychiatriques. Un par un, ils ont témoigné des schémas comportementaux erratiques d'Elliot, son isolement après la mort de Sophie, son changement soudain de personnalité après avoir rencontré Jasmine, sa décision impulsive de démissionner de son entreprise. « À votre avis professionnel, demanda l'avocat, Monsieur Dubois est-il mentalement apte à contrôler sa fortune ?» « D'après ses comportements, dit un psychiatre,
Je pense qu'il souffre d'un traumatisme non résolu qui affecte son jugement. Puis vinrent les attaques personnelles. James monta à la barre, le visage un masque de fausse préoccupation. « Elliot n'a plus jamais été le même après la mort de Sophie », dit-il tranquillement. « Nous avons tous compris son chagrin, mais ces derniers temps, son comportement est devenu de plus en plus préoccupant. »« Tenant quoi ?» demanda son avocat. « Il amène une femme sans abri dans sa maison, sans vérification des antécédents, sans précaution. Puis il démissionne soudainement de l'entreprise que nous avons construite ensemble, annonce son intention de donner des millions à une nouvelle fondation. C'est comme s'il faisait une sorte de dépression nerveuse. » Les mains d'Elliot se serrèrent sous la table, mais il garda le visage calme. Jasmine le regardait avec inquiétude, souhaitant pouvoir être à ses côtés. Puis ce fut le tour de David. Il appela ses propres experts, des psychiatres respectés qui avaient effectivement examiné Elliot. Monsieur Dubois ne présente aucun signe de maladie mentale ou d'altération du jugement, a témoigné l'un d'eux. Ses actions, bien que non conventionnelles, sont celles de quelqu'un qui sort du deuil d'une manière saine. Il choisit de s'engager à nouveau dans la vie, d'aider les autres. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est la guérison. Angela Bernard monta ensuite à la barre. Son témoignage sur Sophie a fait pleurer beaucoup de monde. Sophie a lutté contre la toxicomanie, oui. Mais Elliot n'a jamais abandonné. Il a tout essayé pour l'aider, pas seulement de l'argent, mais de l'amour, du soutien, des programmes de traitement. À sa mort, quelque chose en lui s'est brisé. Mais en rencontrant Jasmine, j'ai vu mon ami revenir à la vie. L'Elliot que je connaissais avant la mort de Sophie, compatissant, attentionné, fort, il est de retour. Puis vint le témoin surprise, le docteur Hélène Dupont, la dernière thérapeute de Sophie. « J'ai travaillé avec de nombreuses familles touchées par la toxicomanie », dit-elle fermement. Elliot Dubois n'a présenté aucun signe de maladie mentale pendant le traitement de Sophie. Son chagrin après sa mort était profond, mais normal. Ce que je vois maintenant n'est pas de l'instabilité, c'est de la croissance. Il gère enfin son traumatisme de manière saine. Tout au long du témoignage, la juge Thompson a tout observé attentivement, prenant des notes. Enfin, elle prit la parole. « J'aimerais entendre mademoiselle Moreau. » Un murmure parcourut la salle d'audience lorsque Jasmine se dirigea vers la barre. Elle pouvait sentir les yeux de tout le monde sur elle, surtout ceux d'Elliot. « Mademoiselle Moreau, dit la juge, vous avez été qualifiée de manipulatrice ou de victime dans tout cela. J'aimerais entendre votre point de vue. » Jasmine prit une profonde inspiration. « Je ne suis ni l'une ni l'autre, votre honneur. Je suis une enseignante qui est tombée malade et a tout perdu. Quand Elliot m'a trouvé, j'étais à mon point le plus bas, mais je ne lui ai jamais rien demandé. Il a proposé son aide parce que c'est ce qu'il est. Quelqu'un qui voit la valeur des gens lorsqu'ils ne peuvent pas la voir eux-mêmes. Et votre relation avec lui ?» Les yeux de Jasmine rencontrèrent ceux d'Elliot. « Il est mon ami. Il a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et oui, peut-être que c'est devenu plus qu'une amitié, mais ce n'était pas prévu. Cela s'est produit parce que nous savions tous les deux ce que cela signifiait d'être perdu et retrouvé. » L'avocat de James se leva. « N'est-il pas pratique que vous ayez développé des sentiments pour un millionnaire ?»« Objection !» s'écria David, mais Jasmine leva la main. « Non, laissez-moi répondre à cela. » Elle se tourna vers l'avocat de James. « Quand j'ai rencontré Elliot pour la première fois, je ne savais pas qui il était. Je ne me suis pas soucié de son argent à l'époque et je ne m'en soucie pas maintenant. Ce qui m'importe, c'est l'homme qui s'assoit et discute avec moi tous les soirs, qui respecte mon indépendance, qui apprend enfin à vivre à nouveau après avoir perdu sa sœur. » Sa voix devint plus forte. « Vous voulez parler de capacité mentale ? J'ai vu Elliot se battre pour se relever du deuil et de l'isolement. Je l'ai vu faire face à des intimidateurs qui ne se soucient que de contrôler son argent. Cela ne me semble pas instable, cela semble courageux. » La salle était silencieuse lorsqu'elle eut terminé. La juge Thompson l'étudia pendant un long moment, puis se tourna vers Elliot. « Monsieur Dubois, aimeriez-vous prendre la parole ?» Elliot se leva lentement. « Votre honneur, il y a 3 ans, ma sœur est décédée, et je suis mort avec elle. Je me suis enfermé, je me suis enterré dans le travail. Je pensais que l'argent était tout ce qui comptait. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ce que signifie être vraiment vivant. Non pas à cause de la romance ou de la manipulation, mais parce qu'elle m'a montré que la vraie force n'est pas de se cacher de la vie,
c'est de la confronter de front. Il se tourna vers James. Vous pensez que je suis instable? Parce que je ne joue plus selon vos règles. Parce que je préfère aider les gens que gagner plus d'argent dont je n'ai pas besoin. Eh bien, si c'est de la folie, alors peut-être que le monde a besoin de plus de fous. La juge Thompson a appelé une suspension pour examiner sa décision. Dans le couloir, Elliot s'approcha enfin de Jasmine. « Vouliez-vous dire ce que vous avez dit ?» demanda-t-il doucement. À propos d'être vraiment vivant à nouveau, le cœur de Jasmine s'emballa. « Et vous ?» Avant qu'il ne puisse répondre, ils furent rappelés dans la salle d'audience. La juge Thompson était assise droite et sévère sur le banc. J'ai entendu beaucoup de témoignages aujourd'hui sur l'état mental de M. Dubois. J'ai entendu des experts plaider des arguments de part et d'autre. Mais ce que j'ai vu, c'est un homme qui, après avoir vécu un deuil profond, choisit de s'engager à nouveau dans la vie de manière significative. Ces décisions peuvent être non conventionnelles, mais elles sont réfléchies et lucides. Elle se tourna vers James et ses avocats. Ce tribunal ne sera pas utilisé comme un outil pour contrôler les choix personnels de quelqu'un simplement parce que ces choix ne correspondent pas aux intérêts commerciaux. La requête est rejetée. Monsieur Dubois conserve le plein contrôle de ses biens et de sa capacité mentale. La salle d'audience éclata en acclamations. Les partisans d'Elliot se sont embrassés. James est sorti en trombe, le visage noir de colère, mais Elliot n'avait d'yeux que pour Jasmine. Il alla directement vers elle, sans se soucier de « qui regardait ?»« Vous m'avez demandé si je voulais dire ce que j'ai dit, » dit-il doucement, « à propos d'être vraiment vivant à nouveau. » Jasmine hocha la tête, le cœur battant. « J'ai dit chaque mot, » dit-il, « et j'en ai fini d'avoir peur de ce que je ressens pour vous. » Puis, devant tout le monde, journalistes, amis, ennemis, il l'embrassa. Et Jasmine, qui avait passé si longtemps à être forte et indépendante, se laissa enfin tomber, amoureuse. Les appareils photos ont flashé, et les gens ont chuchoté, mais aucun d'eux ne s'en est soucié. Ils avaient à gagner plus qu'une simple bataille juridique. Ils avaient à gagner le droit d'être eux-mêmes, d'aimer sans crainte, de vivre sans se cacher. Alors qu'ils quittaient ensemble le palais de justice main dans la main, les journalistes ont crié des questions. Mais le seul titre qui comptait était celui qui était écrit dans leur cœur. Deux personnes qui avaient tout perdu avaient trouvé quelque chose qui valait plus que tout l'argent du monde. Elles s'étaient trouvées l'une l'autre. Le lendemain de l'audience, le baiser d'Elliot et de Jasmine était en première page de tous les journaux. Un millionnaire reclus trouve l'amour, hurlait un titre. De sans-abri au bonheur, déclarait un autre. Mais à l'intérieur du château de Chantilly, la réalité s'installait. J'ai perdu le contrôle du récit, dit David Bernard, étalant des journaux sur le bureau d'Elliot. La presse adore ça, mais James Lefebvre n'a pas fini de se battre. Que voulez-vous dire? Demanda Jasmine, assise à côté d'Elliot. Après avoir caché leurs sentiments si longtemps, ils ne pouvaient pas s'empêcher de se toucher, se tenant la main, un petit geste d'affection. Il lance une action en justice des actionnaires. Il prétend que votre démission et la nouvelle fondation sont préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. Il veut geler vos avoirs pendant la bataille juridique. Elliot serra la main de Jasmine. Laissez-le essayer. Nous avons gagné ce round. Nous gagnerons le suivant. Ce n'est pas seulement ça, hésita David. Quelqu'un a fouillé le passé de Jasmine, à la recherche de tout ce qu'ils peuvent utiliser contre vous deux. Jasmine serait dit. Mon passé est propre. Je vous ai tout dit. Tout le monde a des secrets, dit doucement David. Des choses qu'il préfère garder privées. Êtes-vous sûr qu'il n'y a rien qu'il pourrait tordre? Avant que Jasmine ne puisse répondre, Marie se précipita. Monsieur Dubois, Mademoiselle Moreau, vous devez voir ça. À la télévision, un homme était interviewé. Quelqu'un du passé de Jasmine. Son visage pâlit lorsqu'elle le vit. Marc, chuchota-t-elle. Jasmine Moreau n'est pas celle qu'elle prétend être, disait Marc. Elle était fiancée à moi il y a 5 ans. Elle m'a quitté à l'hôtel parce que je n'étais pas assez riche pour elle. Maintenant, regardez où elle a atterri avec un milliardaire. Coïncidence? Je ne le pense pas. Elliot se tourna vers Jasmine qui avait l'air malade. Est-ce vrai? Pas de la façon dont il le raconte, dit-elle doucement. J'étais jeune, fraîchement sorti de l'université. Marc et moi sommes sortis ensemble. Nous nous sommes fiancés trop rapidement. Mais il voulait que j'arrête d'enseigner, que je reste à la maison, que je sois la femme qu'il voulait. Quand j'ai dit non, il s'est mis en colère, contrôlant.
Je suis parti avant le mariage parce que j'avais peur de qui il devenait. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Demanda Elliot. Parce que j'avais honte. Pas de l'avoir quitté, mais d'avoir failli laisser quelqu'un contrôler ma vie. Après ça, j'ai juré que je ne dépendrai plus jamais de personne. Les larmes remplirent ses yeux. C'est pourquoi votre aide était si difficile à accepter. Pourquoi j'ai continué à lutter contre mes sentiments pour vous. Elliot l'a pris dans ses bras. Hé, regarde-moi. Rien de ce que ce type dit ne change ce que je ressens pour toi. Mais les médias, le procès, on va s'en occuper, ensemble. À ce moment-là, le téléphone d'Elliot sonna. C'était Angela. « Allumez la chaîne 4, dit-elle avec urgence. Quelqu'un d'autre parle de Sophie. Ils ont changé de chaîne. Une femme bien habillée parlait. Catherine Delacroix, l'une des personnalités les plus en vue de la ville. Tout le monde félicite Elliot Dubois pour avoir aidé cette femme sans abri, disait-elle. Mais où était cette générosité lorsque sa propre sœur avait besoin de lui? Sophie est venue me demander de l'aide une fois, m'a dit qu'Elliot l'avait abandonnée. Elle est morte seule parce que son riche frère était trop occupé à gagner de l'argent pour la sauver. C'est un mensonge, s'écria Elliot à la télévision. Je n'ai jamais abandonné Sophie. J'ai tout essayé pour l'aider. On sait, le rassura Jasmine. Angela sait, les médecins savent, mais le public ne le sait pas, dit David avec gravité. C'est leur nouvel angle. Vous présentez comme un hypocrite qui a ignoré sa sœur mais qui sauve une étrangère. Elliot se leva, agité. Je dois faire une déclaration, dire la vérité sur Sophie. Ça, attends, dit Jasmine, j'ai une meilleure idée. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Bonjour Michel, c'est Jasmine Moreau. Vous vous souvenez de l'interview que vous vouliez? Je suis prête, mais j'ai des conditions. Michel Dupont était le journaliste le plus respecté de la ville, connu pour ses reportages approfondis sur l'intérêt humain. 2 heures plus tard, il était assis dans le salon d'Elliot avec une équipe de tournage. « Merci de me faire confiance pour cela, » dit-il. « Où voulez-vous commencer ?» Jasmine prit la main d'Elliot. « Par la vérité, toute la vérité. » Pendant les 2 heures qui suivirent, ils racontèrent leur histoire. Jasmine a parlé de Marc, d'apprendre à se débrouiller seul. Elliot a partagé toute l'histoire de Sophie, les innombrables tentatives de désintoxication, les visites nocturnes à l'hôpital, comment il avait tout essayé pour la sauver. Le plus dur, dit-il la voix brisée, c'était de savoir que parfois l'amour ne suffit pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à être sauvé, il faut qu'il le veuille lui-même. Est-ce cela qui vous a attiré chez Jasmine? Demanda Michel. Le fait qu'elle voulait se sauver elle-même? Oui, répondit simplement Elliot. Elle m'a appris que l'amour véritable ne consiste pas à sauver quelqu'un. Il s'agit de rester à ses côtés pendant qu'il se sauve lui-même. Jasmine essuya les larmes de ses yeux. Et il m'a appris qu'accepter de l'aide ne signifie pas renoncer à son indépendance. Cela signifie laisser quelqu'un marcher à vos côtés, même lorsque le chemin est difficile. Après la diffusion de l'interview, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les anciens médecins du centre de désintoxication de Sophie ont appelé, confirmant le récit d'Elliot. D'autres ex-petites amies de Marc se sont manifestés, racontant des histoires de son comportement contrôlant. Les anciens élèves de Jasmine ont organisé une campagne en ligne, Stand with Jasmine. Mais la plus grande surprise est venue de Catherine Delacroix elle-même. La mondaine est arrivée au château de Chantilly, l'air mal à l'aise. « Je dois m'excuser, » dit-elle d'une voix raide. « Je n'ai pas dit toute la vérité. Sophie est venue me demander de l'aide, mais pas parce que vous l'aviez abandonnée. Elle fuyait le centre de désintoxication, cherchant de l'argent pour la drogue. Je l'ai refusée parce que je ne voulais pas m'en occuper. Quand elle est morte, je vous ai blâmé parce que c'était plus facile que de me blâmer moi-même. » Elliot resta silencieux pendant un long moment. « Merci de m'avoir dit la vérité. » Après son départ, il s'est effondré dans les bras de Jasmine. Tout ce temps, je pensais que j'étais le seul à porter le poids de la culpabilité concernant Sophie. C'est ça, le chagrin, dit Jasmine doucement. Il nous fait nous sentir seuls. Mais nous ne le sommes pas. Plus maintenant. Plus tard dans la soirée, ils se sont assis à leur place habituelle dans le jardin. Le cirque médiatique continuait à l'extérieur des grilles. Mais ici, ils trouvèrent la paix. « Que faisons-nous maintenant » demanda Jasmine. « Au sujet du procès de James, de notre avenir, d'abord, dit Elliot, nous combattons le procès. Ensuite, nous lançons la fondation pour aider les personnes en difficulté à cause de factures médicales. Et puis, il prit sa main. Nous construisons une vie ensemble.
si c'est ce que vous voulez. Jasmine regarda leurs mains jointes. Qu'est-il arrivé à sans engagement? Je ne propose pas d'engagement, sourit-il. Je propose un partenariat. Égal honnête, nous deux debout sur nos propres pieds, mais choisissant de marcher ensemble, même avec tout le drame, les médias, les procès, les ragots, surtout avec tout ça. Elliot lui toucha la joue doucement. Parce que maintenant je sais pourquoi je me bats, pas seulement pour l'argent ou une entreprise, mais pour une chance de vrai bonheur, avec vous. Alors que le soleil se couchait sur le jardin, Jasmine se blottit dans les bras d'Elliot. En dehors, de leur sanctuaire, les batailles attendaient encore. Le procès de James, l'opinion publique, les fantômes de leur passé. Mais pour la première fois de leur vie, ils ne faisaient pas face à ces batailles seuls. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles batailles à gagner. Mais ce soir, dans le calme de leur jardin, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. L'un l'autre, leur vérité, et la force d'affronter tout ce qui allait arriver. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour ne parlent pas de personnes parfaites ou de choix faciles. Elles parlent de deux âmes imparfaites, qui se choisissent l'une l'autre, se battent l'une pour l'autre, et construisent quelque chose de beau à partir des cendres de leur passé. Une semaine après leur interview télévisée, Elliot et Jasmine étaient assis dans le bureau de David Bernard, regardant les documents étalés sur son bureau. L'action en justice des actionnaires intentée par James Lefebvre progressait, mais ils avaient un plan. « Regardez ça », dit David, en pointant du doigt certains documents financiers. James a fait des mouvements intéressants en coulisses, des réunions secrètes, des transferts inhabituels. Je pense qu'il planifie cette prise de contrôle depuis des mois. Même avant que je ne rencontre Jasmine, demanda Elliot. Bien avant. Mon enquêteur a trouvé quelque chose d'intéressant. James a rencontré notre plus grand concurrent, Global Tech. Je pense qu'il avait prévu de leur vendre une participation de contrôle une fois qu'ils vous auraient évincé. Jasmine se pencha en avant. Pouvez-vous le prouver? Pas encore. Mais nous y sommes presque. David feuilleta d'autres papiers. Et il y a autre chose. Vous vous souvenez de Catherine Delacroix? Après qu'elle ait raconté la vérité sur Sophie, elle a commencé à parler. Apparemment, James l'a contactée il y a des mois, lui demandant de partager toutes les saletés qu'elle avait sur Elliot. Il rassemblait des munitions, dit Elliot sombrement, attendant simplement le bon moment pour les utiliser. Et j'étais l'excuse parfaite, ajouta Jasmine doucement. Elliot prit sa main. Vous n'étiez pas une excuse. Vous avez été le signal d'alarme dont j'avais besoin pour voir ce qui se passait autour de moi. À ce moment-là, la secrétaire de David se précipita. Allumez les infos, vite! À la télévision, James Lefebvre donnait une autre conférence de presse. Mais cette fois, il avait l'air nerveux. Global Tech nie catégoriquement toute prise de contrôle prévue de Greer Industries, France, disait-il. Ces rumeurs sont totalement fausses. Alors pourquoi avez-vous rencontré leur PDG? Le mois dernier? Cria un journaliste. Le visage de James pâlit. Un autre journaliste intervint. Est-il vrai que vous avez essayé de soudoyer Catherine Delacroix pour qu'elle mente sur Elliot Dubois? Sans commentaire, bredouilla James, se hâtant de s'éloigner du podium. David sourit. On dirait que notre fuite de presse a fonctionné. Maintenant, regardez ça. Il changea de chaîne. Un groupe d'employés de Greer Industries, France, manifestait devant le siège social de l'entreprise. Nous soutenons Elliot, chantait-il. Non à la cupidité des entreprises. Votre ancienne assistante a organisé ça, expliqua David. Il s'avère que beaucoup de gens ne sont pas contents du leadership de James. Elliot regarda l'écran, ému par le soutien de ses employés. Puis son téléphone vibra, un SMS d'Angela. « Allumez la chaîne 7 », lut-il à haute voix. « Maintenant ». Ils changèrent de chaîne. L'ancienne conseillère de Sophie au centre de désintoxication était interviewée. « Je dois mettre les choses au clair », disait-elle. Elliot Dubois n'a jamais abandonné sa sœur. Il lui rendait visite chaque semaine au centre de désintoxication, payait pour le meilleur traitement, essayait tout pour l'aider. James Lefebvre, d'un autre côté, nous a dit d'arrêter le traitement de Sophie, disant que c'était « jeter ». De l'argent par les fenêtres. Il a quoi? La voix d'Elliot tremblait de colère. Il y a plus, dit David. Mon enquêteur a trouvé les documents. 2 mois avant la mort de Sophie, James a essayé de la faire déclarer incompétente. Tout comme il l'a essayé avec vous. Il voulait contrôler son fonds fiduciaire.
Jasmine serra la main d'Elliot, tandis que des larmes remplissaient ses yeux. Tout ce temps, il travaillait contre moi. Contre Sophie. Le pouvoir corrompt, dit David doucement. Et James est après le pouvoir depuis longtemps. À ce moment-là, le téléphone de Jasmine sonna. C'était Michel Dupont, le journaliste qui les avait interviewés. « Vous devez voir ça, dit-il. Je vous envoie des fichiers. » Les fichiers étaient des courriels, des douzaines, entre James et divers membres du conseil d'administration, datant de plus d'1 an. Une fois qu'on aura éliminé Elliot, on pourra procéder à la fusion. Lut Jasmine à haute voix. Son instabilité émotionnelle depuis la mort de Sophie nous donne l'ouverture parfaite. C'est de 6 mois, avant même que je ne vous rencontre, réalisa Elliot. Il planifie ça depuis toujours. Il y a autre chose, dit Michel. Vous vous souvenez de Marc? L'ex-fiancé qui s'est manifesté. Il s'avère que James lui a payé 50 000 € pour raconter cette histoire sur Jasmine. Le visage de Jasmine s'endurcit. Cela explique pourquoi il est soudainement apparu après toutes ces années. David tapait déjà sur son ordinateur. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Avec ces courriels, plus la preuve de corruption, nous pouvons non seulement combattre l'action en justice des actionnaires, mais aussi porter des accusations criminelles contre James pour fraude financière. Elliot se leva, énergisé. « Faites-le, tout. J'en ai fini de jouer sur la défensive. » De retour au château de Chantilly ce soir-là, ils ont annoncé la bonne nouvelle à Marie. La gouvernante les a tous les deux serrés dans ses bras. « Il était temps, dit-elle fermement. Ce James Lefebvre ne m'a jamais dupe. Il a toujours regardé tout le monde de haut. » Alors qu'ils étaient assis dans la cuisine autour d'un café, Jasmine remarqua qu'Elliot était silencieux. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À Sophie, dit-il doucement. Toutes ces fois où James m'a dit que je la rendais dépendante en payant pour sa désintoxication, il essayait en fait de couper son aide. J'aurais pu la perdre encore plus tôt si je l'avais... écoutée, mais vous ne l'avez pas écoutée, lui rappela Jasmine. Vous avez continué à essayer de l'aider, quoi que quiconque ait dit. Tout comme vous avez continué à essayer d'aider vos élèves, même lorsque le système travaillait contre vous. Il prit sa main. Peut-être que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Nous savons tous les deux ce que signifie se battre. Pour ce qui est juste, peu importe le coût. Jasmine sourit. Et maintenant, nous nous battons ensemble. Le lendemain matin a apporté plus de surprises. Des employés de tous les niveaux de Greer Industries France se sont manifestés avec des histoires sur la mauvaise gestion et l'intimidation de James. Des membres du conseil d'administration ont appelé pour revenir à leur soutien à Elliot. Les actions de la société augmentaient à mesure que les investisseurs gagnaient en confiance. Mais la plus grande surprise est venue d'une source inattendue. L'assistante personnelle de James est entrée dans le bureau de David avec une clé USB. « Je tenais des registres », dit-elle doucement. « Chaque transaction illégale, chaque pot de vin, chaque réunion secrète. J'ai toujours su qu'un jour il irait trop loin. » Les preuves étaient accablantes. Cet après-midi-là, James Lefebvre était confronté non seulement à des accusations civiles, mais aussi à des accusations criminelles. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence et a voté pour le destituer de son poste de PDG. Quand Elliot et Jasmine l'ont vu être emmenés hors de Greer Industries, France menottée, ils n'ont ressenti aucune joie, seulement le soulagement que le combat prenait enfin fin. « Maintenant quoi ?» demanda Jasmine alors qu'ils rentraient à la maison. « Maintenant, dit Elliot, nous faisons ce que nous avions prévu. Lançons la fondation, aidons les gens qui en ont besoin. Mais d'abord, il se gara devant leur restaurant préféré, le Petit Italien, où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous après l'audience. À l'intérieur, leur table habituelle les attendait. Mais cette fois, Elliot semblait nerveux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jasmine. « Rien ne va pas. » Il prit sa main par-dessus la table. « En fait, tout va enfin bien. C'est pourquoi je voulais vous demander quelque chose. Le cœur de Jasmine a fait un bond lorsqu'il a sorti une petite boîte. « Je ne demande pas de réponse maintenant, » dit-il rapidement. « Je sais que nous avons traversé beaucoup de choses, et il y en a encore plus à affronter. Mais je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive ensuite, je veux le faire face ensemble, pas en tant qu'homme riche et une femme qui l'a aidé, mais en tant qu'égaux, partenaires, pour toujours. » Des larmes ont rempli les yeux de Jasmine alors qu'il ouvrait la boîte. La bague était simple, mais belle. Exactement ce qu'elle aurait choisi elle-même. « Est-ce un oui ?»
demanda-t-il doucement. Jasmine regarda l'homme devant elle. Pas le millionnaire reclus qu'elle avait rencontré au début, mais la personne attentionnée et forte dont elle était tombée amoureuse. « Oui, murmura-t-elle. Oui à tout. Ça, partenaire, égaux pour toujours. » Alors qu'ils s'embrassaient par-dessus la table, aucun d'eux n'a remarqué les autres clients qui leur souriaient. Ils n'ont pas vu le photographe à l'extérieur prendre des photos pour les journaux de demain. Ils étaient trop concentrés l'un sur l'autre, sur l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Parce que parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre ses ennemis, c'est de trouver quelqu'un qui vaut la peine de se battre à ses côtés, quelqu'un qui vous rend plus fort, plus courageux, meilleur. Et Elliot et Jasmine avaient trouvé exactement cela l'un dans l'autre. 6 mois après l'arrestation de James Lefebvre, les fleurs de printemps fleurissaient dans le jardin du château de Chantilly. Des chaises blanches étaient alignées sur la pelouse et une arche recouverte de roses se dressait là où Elliot avait vu Jasmine assise sous la pluie pour la première fois. « Tout est prêt », annonça Marie, essuyant des larmes de joie de ses yeux. « Exactement comme vous le vouliez, simple mais beau. » Contrairement au mariage mondain auquel Elliot était censé assister, cette cérémonie était intime. Leurs vrais amis remplissaient les chaises. Angela, David Bernard, les anciens élèves et collègues de Jasmine, les employés loyaux de Greer Industries, France. Même Catherine Delacroix était là, sa présence étant un symbole de combien de choses avaient changé. Dans la suite nuptiale, Jasmine se tenait devant le miroir. Sa robe était élégante mais sobre, tout comme la bague de fiançailles qu'elle portait. Angela l'a aidée à ajuster son voile. « Sophie vous aurait adoré, » dit Angela doucement. « Vous avez ramené son frère à la vie. » Les larmes menaçaient de gâcher le maquillage de Jasmine. « J'aurais aimé la connaître. D'une certaine manière, vous l'avez fait, grâce à l'amour d'Elliot pour elle, grâce à la fondation que vous construisez en son nom. » La fondation Sarah Greer avait déjà aidé des dizaines de familles confrontées à des factures médicales et au sans-abrisme. Chaque réussite était comme un hommage à la sœur qu'Elliot n'avait pas pu sauver et au parcours de Jasmine, de professeure à survivante à championne des autres. Pendant ce temps, dans son bureau, Elliot ajustait sa cravate les mains tremblantes. David Bernard l'observa avec un sourire. « Nerveux? Terrifié ?» admit Elliot. « Pas à l'idée d'épouser Jasmine. C'est la seule chose dont je suis sûr. Mais être heureux à nouveau, parfois, ça me fait encore peur. » « C'est normal, » dit David, « après tout ce que vous avez traversé. Mais vous le méritez, Elliot, vous le méritez tous les deux. » Un coup à la porte les interrompit. C'était Michel Dupont, le journaliste qui avait aidé à exposer les manœuvres de James. « Désolé de vous déranger le jour de votre mariage, » dit-il, « mais j'ai pensé que vous voudriez le savoir. James Lefebvre a plaidé coupable ce matin. Il risque 10 ans de prison. » Elliot hocha lentement la tête. La nouvelle n'apportait aucune joie, seulement une forme de conclusion. « Et l'entreprise ? Les actions sont à un niveau record. Votre nouveau conseil d'administration met en œuvre tous les changements que vous souhaitiez. Meilleurs avantages sociaux pour les employés, pratiques commerciales éthiques, investissements communautaires. Et la presse ? Demanda David. Est-ce qu'ils appellent toujours ça une romance de conte de fées ? Michel sourit. En fait, ils appellent ça quelque chose de mieux. Une histoire de 2 personnes qui se sont sauvées l'une l'autre. La musique de mariage commença à jouer. Elliot prit place sous l'arche de rose, le cœur battant. Puis Jasmine apparut, et tout le reste s'est estompé. Elle a marché seule dans l'allée, un choix qui avait un sens parfait pour tous ceux qui la connaissaient. Forte, indépendante, mais choisissant de joindre sa vie à la sienne. Leur vœu était simple, mais profond. « Je te promets de t'aimer comme un égal, » dit Elliot, la voix tremblante, « de respecter ta force, de soutenir tes rêves, de marcher à tes côtés, quoi que la vie nous apporte. Je te promets de t'aimer honnêtement et complètement. » Répondit Jasmine, les larmes aux yeux. « D'être ta partenaire en toutes choses, d'affronter chaque défi ensemble, de ne jamais laisser la peur nous empêcher de vivre pleinement. » Alors qu'ils échangeaient les alliances, un papillon se posa sur l'arche de rose au-dessus d'eux. Angela haleta doucement. Sophie adorait les papillons, murmura-t-elle à ceux qui étaient près d'elle. Elle disait qu'ils lui rappelaient que le changement était possible. La réception a eu lieu dans le jardin où Elliot et Jasmine avaient passé tant de soirées à parler, à apprendre à se faire confiance, à tomber amoureux.
Leur première danse a été interrompue par une surprise. Les anciens élèves de Jasmine avaient préparé une représentation spéciale. « Vous nous avez appris à croire en nous-mêmes », a dit une fille. « Maintenant, nous voulons célébrer votre croyance en l'amour à nouveau. » Leur chanson a fait pleurer tous les yeux, surtout lorsqu'ils ont atteint le refrain. De la pluie vient l'arc-en-ciel, des ténèbres vient la lumière, de deux cœurs brisés vient un amour qui est juste. Plus tard, alors que la fête continuait autour d'eux, Elliot et Jasmine se sont éclipsés pour se rendre à leur endroit privé dans le jardin. « Heureux ?» demanda-t-il, la serrant contre lui. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible, » dit-elle. « Mais il ne s'agit pas seulement de bonheur. Il s'agit de but. » Elle avait raison. Ensemble, ils avaient transformé Greer Industries, France en une force du bien dans la communauté. La fondation Sarah Greer changeait des vies. Jasmine enseignait même à nouveau, non pas dans une salle de classe traditionnelle, mais en encadrant des élèves de milieux défavorisés. « Tu sais à quoi je pense parfois ?» dit doucement Elliot. « Ce jour-là sous la pluie, et si je n'avais pas regardé par la fenêtre, et si je n'étais pas sorti, et si j'avais été trop fier pour accepter de l'aide, ajouta Jasmine. Et si nous avions laissé la peur gagner? Mais nous ne l'avons pas fait, sourit Elliot. Nous avons choisi d'être courageux, de faire confiance, d'aimer. Et maintenant, regardez-nous. Jasmine fit un geste vers la fête, le jardin, leurs mains jointes avec des alliances, assorties. Un vrai conte de fées, mieux qu'un conte de fées, corrigea Elliot, parce que c'est réel. Chaque lutte, chaque victoire, chaque moment qui nous a conduits ici, tout est réel. De retour à la réception, ils ont coupé le gâteau et ont dansé avec leurs invités. D'anciens employés qui avaient soutenu Elliot pendant le procès ont levé leurs verres pour célébrer. Les élèves de Jasmine ont pris d'innombrables selfies avec les heureux mariés. Angela et Marie ont serré tous ceux qui étaient à portée de main dans leurs bras. Alors que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur le jardin, Elliot et Jasmine ont remercié leurs invités. La fête continuerait, mais ils avaient un avion à prendre. Une lune de miel les attendait, suivie d'une vie d'aventures ensemble. Mais avant de partir, ils devaient faire un dernier arrêt. Main dans la main, ils ont visité la tombe de Sophie, déposant des fleurs près de la pierre tombale. « Merci », murmura Elliot à la mémoire de sa sœur, « pour m'avoir appris l'amour, pour ne jamais abandonner. Je pense que tu m'as envoyé, Jasmine, d'une manière ou d'une autre, pour m'aider à revivre. » Jasmine serra sa main. « Pour nous aider tous les deux à revivre. » Alors qu'ils s'éloignaient du cimetière vers leur nouvelle vie ensemble, aucun d'eux ne regarda en arrière. Ils n'en avaient pas besoin. Le passé les avait façonnés, mais il ne les définissait pas. Ce qui les définissait, c'était leur choix de s'élever au-dessus de la tragédie, de se battre pour l'amour, de croire en une seconde chance. Poum, journaliste qui avait autrefois campé devant les grilles du château, était reparti depuis longtemps, à la poursuite de nouvelles histoires. Mais la vraie histoire, de deux âmes blessées qui ont trouvé la guérison dans la force de l'autre, vivrait dans les vies qu'ils ont touchées, les changements qu'ils ont apportés, l'amour qu'ils ont partagé. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour ne parlent pas de personnes parfaites qui trouvent un bonheur parfait. Elles parlent de vraies personnes qui se choisissent chaque jour, se battent l'une pour l'autre à travers chaque tempête et construisent quelque chose de beau à partir des morceaux de leur cœur brisé. Elliot et Jasmine avaient fait exactement cela, et leur histoire ne faisait que commencer.